Vous savez que la fuite tricuspide a un mauvais pronostic, et notamment lorsqu'elle est sévère, que par ailleurs, en quelques mots, eh bien, la chirurgie, lorsque c'est une chirurgie isolée de la valve tricuspide, garde un pronostic qui est mauvais, avec encore 8 à 10% de mortalité hospitalière, alors qu'on a de plus en plus de chirurgie, même si elle reste quand même rare et tardive. Et on a le troisième volet, le développement effectivement des techniques percutanées, avec des premiers résultats encourageants, notamment sur le TriClip avec Triluminate qui a été publié, qui a été présenté à l'ESC 2022. Donc tout ceci nous amène à revoir notre prise en charge de la valve tricuspide, à être peut-être plus agressif dans la prise en charge, et surtout en tout cas nous amène à mieux définir la valve tricuspide, et il faut qu'on ait quand même quelques standards dans notre analyse, avec quelques repères pour l'analyser correctement. Alors, je vous partirai toujours pareil d'un cas clinique d'une patiente de 85 ans, petit gabarit, qui a une histoire de fibrillation auriculaire, avec plusieurs récidives, des chocs et puis finalement une fibrillation auriculaire persistante. Elle est très symptomatique, elle est en très bon état général, 85 ans, mais avec une dyspnée stade 3, avec un test de marche très abaissé à 295 mètres. Voici ici la 4 cavités. Vous le voyez, une dilatation biauriculaire majeure, avec un VD un peu dilaté, mais moins, et une fuite tricuspide majeure, avec, vous pouvez faire des coupes, donc là avec une coupe qui est moyenne, mais enfin vous pouvez faire des coupes 3D sur la valve tricuspide avec une vue ventriculaire en ETT. Complétez bien sûr l'examen avec des coupes en ETO, donc je vous en montre juste un aspect, on en reparlera. Donc on va essayer de dégager les valves, regarder un petit peu le mécanisme de la fuite, voir l'importance de la fuite, et éventuellement avec des coupes 3D parfois de bonne qualité. Donc l'idée chez cette patiente, c'est de savoir comment on va la traiter évidemment, et comment on va analyser sa valve tricuspide. Alors tout d'abord, il faut connaître les incidences. Donc il faut, à mon avis, être assez systématique parce que c'est pas simple la valve tricuspide, donc avoir des repères. Donc quand vous faites une échographie transthoracique, vous allez faire une 2 cavités VD. Vous savez que systématiquement ici, vous aurez la valve antérieure, et toute la question est de savoir ce que vous allez avoir comme valve en face quand vous êtes en 2 cavités VD. Et pour ça, toujours pareil, recherchez un repère. Et le repère en question, c'est le septum. Si vous avez le septum, vous savez que vous avez la valve septale. Deuxième incidence, la c'est un petit axe. Donc vous pouvez avoir différentes vues de la valve tricuspide. Si vous avez une seule valve, vous savez que c'est la valve antérieure. Sinon, vous pouvez avoir du côté de l'aorte, vous aurez la valve antérieure, et en face la valve postérieure. Une coupe qui est particulièrement intéressante, c'est la coupe 4 cavités, mais là encore avec une incertitude dans le type de valve que vous allez mettre en évidence. Alors pas tellement du côté du septum, vous aurez systématiquement ici, vous allez le voir en jaune, vous coupez la valve septale près du septum, mais après une incertitude entre la valve antérieure et la valve postérieure. Eh bien pour ça, toujours pareil, des repères anatomiques. L'aorte, donc à partir du moment où vous la mettez en évidence, du côté du septum, vous avez toujours la valve septale, et en face, comme vous avez dégagé la chambre de chasse aortique, vous avez la valve antérieure. Si vous êtes plus postérieur, que vous béquez vers l'arrière avec votre sonde, vous dégagez ici le sinus coronaire qui vous permettra de savoir qu'en face, il s'agit de la valve postérieure. Donc valve septale, valve postérieure. Donc des choses assez simples pour repérer effectivement vos différentes incidences, même si ce n'est pas absolu. En échographie transœsophagienne aussi, il faut essayer d'être systématique parce que ce n'est pas simple non plus, avec parfois une échogénicité qui est variable, sachant que vous n'êtes pas proche des cavités cardiaques droites. Et donc vous allez avoir plusieurs niveaux de descente de votre sonde de TO, donc soit en mi-œsophage, soit en œsophage profond, soit en transgastrique. Et donc là encore, il faut essayer de standardiser les choses. Quand vous êtes en mi-œsophage, par exemple, sur une coupe 4 cavités, donc à 0 degré, vous aurez du côté du septum la valve septale, en face la valve antérieure. Vous continuez votre analyse sur du 45 degrés, et 45 degrés, c'est une coupe qui est particulièrement intéressante, toujours avec la recherche d'un repère particulier qui est le pilier antérieur. Le pilier antérieur, c'est le plus gros pilier qui va donner des cordages à la fois à la valve antérieure et à la valve postérieure, et quand vous le dégagez correctement, vous allez pouvoir repérer ici valve antérieure, valve postérieure, et ensuite faire du biplan. Si vous faites du biplan, donc du côté de la valve postérieure, vous pouvez avoir même une coupe commissurale, mais de toute façon, vous allez avoir ici valve postérieure et valve septale que vous allez pouvoir analyser. Et du côté de la valve antérieure, quand vous faites un biplan centré sur la valve antérieure, vous aurez valve antérieure, valve septale. Dernière coupe, donc il y en a plein d'autres, vous l'avez vu dans le live tout à l'heure, mais sur des coupes standardisées, c'est de faire une coupe transgastrique. Vous pouvez falloir béquer à fond, vous descendez en transgastrique, vous béquez à fond votre sonde. Seule coupe qui vous permet d'avoir simultanément l'ensemble des valves tricuspides, où là encore il vous faut des repères. Vous savez que vous avez le septum, donc vous allez avoir ici la valve septale.
Vous allez ici avoir la valve postérieure, donc qui peut aussi être composée de festons, on peut avoir des dédoublements de la valve, et puis le pilier antérieur qui vous permet de repérer ici la valve antérieure. Et en fait, l'intérêt de toutes ces coupes, c'est de voir la mobilité de vos feuillets, de regarder la longueur de ces feuillets, le gap éventuellement que vous allez pouvoir mesurer, et de la localisation du ou des jets, avec par exemple une information couleur qui vous permettra de savoir si on est plutôt sur un flux antéroseptal, central ou postéroceptal par exemple, éléments fondamentaux pour adapter la thérapeutique. Le 3D nous donne également des informations. Alors, vous savez que vous pouvez avoir des très très belles images en ETT, puisque vous êtes plus proche des cavités cardiaques droites, donc avec des reconstructions. Vous pouvez avoir effectivement une information ici donc sur la valve tricuspide, avec là encore des repères à rechercher. Vous avez ici le septum, ici qui va vous permettre, donc vous voyez, il faceille, qui va vous permettre de savoir qu'ici il s'agit de la valve septale. Ici, vous aurez donc l'aorte qui est un deuxième repère qui va pouvoir vous permettre de voir la valve antérieure, avec le pilier antérieur et la valve postérieure. On peut avoir une information couleur, qui n'est pas toujours en fonction des cadences images très analysable, mais il faut adapter les choses, et vous pouvez, comme on vous l'a montré tout à l'heure, adapter les images pour avoir une qualité du tissu extrêmement belle. Donc on est en vue ventriculaire quand on est en ETT, on va être en vue auriculaire lorsqu'on est en ETO, alors on est plus loin, donc parfois l'imagerie est plus difficile à obtenir. Vous allez avoir une vue en face de la valve tricuspide comme vous pouvez le faire pour la valve mitrale, avec éventuellement une information couleur. Alors on n'a pas toujours d'aussi belles images, parce que parfois c'est compliqué. Là encore, soyez systématique dans votre analyse. Alors on peut avoir plusieurs codes, en tout cas nous on essaie de toujours faire un peu la même chose. C'est toujours l'aorte, donc à 5 heures, pour définir ici la valve septale, la valve postérieure et la valve antérieure. Donc toujours être dans la même incidence, sinon on se perd, avec parfois la possibilité de régler plus ou moins la lumière et la profondeur de la lumière pour avoir une caractérisation des tissus plus ou moins belle. À partir de là, vous allez pouvoir définir la segmentation valvulaire. Alors on parle de valve tricuspide, vous savez que ce n'est pas la règle. Le cas le plus fréquent, c'est sûr, c'est d'avoir 3 valves. Donc c'est le type 1, et vous voyez que ça représente 54% des cas, donc dans cette nomenclature. Mais vous pouvez aussi avoir des valves qui sont, par exemple, bicuspides, donc ce qui existe, même si c'est assez rare, mais vous pouvez avoir ce type de valve avec finalement 2 commissures. Et puis des valves quadricuspides, et également des valves, certes tricuspides, mais avec une indentation supplémentaire sur un des feuillets. Vous pouvez avoir en fait une espèce de valve surnuméraire, dont le type le plus fréquent, et on le voit quand on fait des échographies transœsophagiennes sur des filles tricuspides, c'est le type 3B, vous voyez quand même 32% des cas, où vous pouvez avoir ici des dédoublements, là notamment du feuillet postérieur P1, P2, mais ça peut être aussi le cas sur d'autres valves, et c'est particulièrement important à préciser pour définir votre stratégie thérapeutique, parce que ça va changer quand même, si vous choisissez des techniques percutanées, votre stratégie, et donc il faut le savoir bien sûr à l'avance. Deuxième information que vous allez rechercher, c'est le mécanisme de votre fille tricuspide, parce que qui dit mécanisme différent dit traitement différent. La nouvelle classification fait état de ce qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire premièrement des filles tricuspides fonctionnelles dites secondaires, donc qui sont liées essentiellement, on va le voir, pas à la valve elle-même, la fuite organique que l'on connaît, qui est la fuite primaire ou primitive, et puis un troisième groupe qu'on met un petit peu à part, parce qu'il regroupe un peu des 2 qualités secondaires et primaires, qui est la fuite tricuspide liée aux sondes de pacemaker et aux sondes de défibrillateur. Alors, la fuite primaire, vous le savez, eh bien, effectivement, c'est la valve qui est malade avec finalement on suit la classification de Carpentier avec un mouvement qui peut être normal des valves sur des endocardites, par exemple, avec éventuellement une perforation. Le type 2, c'est un mouvement excessif. On a parlé tout à l'heure éventuellement des fuites traumatiques. Mais vous voyez ici un exemple de fuite traumatique où vous avez ici une valve antérieure qui passe complètement donc, dans l'oreillette droite avec un petit bout de pilier, donc une rupture partielle de pilier sur un accident de la voie publique, sur quelque chose qui a évolué depuis longtemps, donc avec un remodelage secondaire du ventricule droit et au final une restriction donc, du feuillet septal. Donc vous voyez un double mécanisme. Un type 3, ici, donc avec une restriction qui peut être systolo-diastolique, par exemple, pour vous montrer un exemple de fuite tricuspide sur carcinoïde, donc type 3, systole-diastole, et une forme rhumatismale, ici avec des valves particulièrement épaissies, où vous pouvez avoir en fait un type 3A de restriction diastolique. La restriction systolique, eh bien, ça s'adresse plutôt aux fuites secondaires. Bien justement, les fuites secondaires, parlons-en. Là encore, il n'y a pas une homogénéité effectivement des fuites secondaires. Vous savez qu'il y a 2 types de fuites secondaires dont on parle de plus en plus. Les fuites dites atriales, et vous voyez que vous allez voir des morphologies assez différentes. Vous pouvez avoir ici, donc, sur une coupe 4 cavités, une dilatation bioauriculaire majeure, et surtout une dilatation de l'oreillette droite qui nous intéresse avec une dilatation de l'anneau, avec un VD finalement qui n'est pas très dilaté, avec une déformation conique du ventricule droit que vous retrouvez chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire. Et vous voyez que le mouvement valvulaire tricuspide est plutôt un type 1.
Deuxième cas de figure, et vous voyez que c'est très différent, vous avez un remodelage du ventricule droit, donc avec ici une déformation sphérique du ventricule droit, un anneau tricuspide finalement qui est peu dilaté, une oreillette droite qui est peu dilatée, mais une dilatation du VD et même une dysfonction VD. Et vous pouvez mesurer la base ou la longueur effectivement du ventricule droit, qui va induire donc un éloignement des piliers, finalement un tinting de la valve, qui est une des caractéristiques effectivement de cette IT ventriculaire, avec un mouvement valvulaire qui est restreint, donc restreint en systole, donc c'est un type 3B, et vous le voyez, on peut le retrouver notamment chez des patients qui ont des hypertensions pulmonaires. Vous voyez très bien ici le tinting et ce remodelage ventriculaire droit. La patiente que je vous ai présentée tout à l'heure est plutôt donc, dans le premier cas, vous vous souvenez de cette dilatation auriculaire. Et donc, pour préciser tous ces éléments, il nous faut savoir analyser un anneau tricuspide. Un anneau tricuspide normal, vous savez qu'il a une forme en selle et qu'il varie en termes de surface au cours de la systole, donc qui permet la coaptation valvulaire, avec une portion qui est fixe, qui est l'anneau septal, et une portion qui se dilate, qui est l'anneau mural éventuellement. Quand il est dilaté, il perd complètement sa morphologie initiale, puisqu'il devient de plus en plus plan. Vous voyez qu'il y aura moins de variations systoliques effectivement de sa surface et qui va se dilater en regard de la commissure en direction plutôt de la commissure antéro-postérieure et devenir de plus en plus circulaire. Et donc vous savez que la référence effectivement c'est de le mesurer en cas de cavité ETT avec parfois des valeurs qui sont plus fiables en ETO 3D, notamment en termes de surface et de diamètre. Donc on essaie effectivement de faire systématiquement ces deux mesures. Vous allez également mesurer le tinting, donc en termes de surface et en termes de hauteur de tinting. Vous voyez avec des chiffres qui ne sont pas inintéressants, qui nous permettent de dire que quand vous avez plus de 16 mm² de surface de tinting ou plus de 8 à 10 mm de hauteur de tinting, eh bien ça peut être associé à des récidives de filtre tricuspide après annuloplastie. Donc ça vous incite à être plus précis sur l'analyse et ne pas proposer une simple annuloplastie quand vous avez effectivement ce tinting majeur, ce qui était le cas chez cette patiente. Vous allez aussi préciser, vous vous souvenez dans les IT ventriculaires, outre le tinting, eh bien le retentissement droit, donc toujours les valeurs donc, de la base du ventricule droit et de la hauteur du ventricule droit, et également, bien sûr, caractériser le VD en termes de fonction, ce qui n'est pas toujours simple et ça a été dit dans les topos d'hier, notamment avec ces critères qui sont liés à la charge, tous les critères que vous connaissez en ETT, et les critères IRM qui restent le gold standard en termes de fraction d'éjection du ventricule droit. Troisième type de mécanisme, eh bien vous savez qu'il s'agit de la filtre tricuspide sur sonde de pacemaker ou défibrillateur. Alors c'est un groupe qu'on met un petit peu à part parce que vous comprenez qu'il n'y a pas un mécanisme de filtre tricuspide, mais il y en a plusieurs. Vous pouvez avoir, donc, dans ce travail, ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement la position des sondes en général, qui peut être soit centrale, soit commissurale, soit appuyée sur une des cusps. C'est ce qu'on voit au quotidien. Quand on est central ou commissural, finalement, on gêne peu le mouvement valvulaire et donc on a peu de filtre tricuspide. Par contre, quand vous avez des sondes, et c'est assez fréquent, vous voyez ici 23% des cas, qui s'appuient par exemple ici sur la valve septale, eh bien vous pouvez avoir ici une fuite dite primaire par rétraction de la valve septale, même parfois ça peut la perforer. Et vous savez que vous pouvez aussi avoir une fuite tricuspide secondaire, raison pour laquelle ce groupe est mis à part, parce que vous avez souvent un remodelage du ventricule droit qui va avoir pour conséquence une aggravation de la fuite, donc une part secondaire à la fuite tricuspide. Et vous voyez ici le cas de cette patiente qui a une fuite tricuspide massive avec, vous voyez, une dilatation du ventricule droit. Quand on regarde en 3D, c'est une 3D ETT. Vous avez ici la sonde de pacemaker qui passe et qui refoule en fait complètement la valve septale. On le voit peut-être mieux ici sur une coupe zoomée. Vous avez que la valve septale est plaquée contre la paroi et donc vous avez à la fois une fuite tricuspide qui est primaire et secondaire par le remodelage du ventricule droit. On nous parle souvent de repositionnement de sonde ou d'ablation de sonde. Les rythmologues ne sont jamais très motivés pour le faire et on effectivement modifier effectivement la position de sonde quand vous avez déjà un remodelage du ventricule droit et que vous avez une fuite tricuspide secondaire, eh ben c'est possiblement inefficace et dangereux. Troisième volet, qui n'est pas l'objet de mon topo, mais juste pour vous en dire quelques mots, est la difficulté de l'évaluation de la sévérité de la fuite tricuspide en écho. Vous savez que c'est difficile parce que vous pouvez avoir souvent des G multiples. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme G? Est-ce qu'on associe, on fait la somme des G? Vous avez aussi un rayon PISA qui est extrêmement variable en fonction du cycle cardiaque. On a parlé donc pour la fuite secondaire mitrale ce matin, donc de la forme hémielliptique effectivement de cette fuite tricuspide, et puis également la possibilité effectivement d'avoir un angle bien au-delà de 180 degrés qui nous fait sous-estimer le sort. Donc effectivement il faut faire des corrections d'angle, ce qui est quand même fastidieux, et bien entendu la dépendance majeure de ces fuites à la charge avec des fuites qui varient extrêmement facilement en fonction de la tension, de la fréquence cardiaque ou du cycle respiratoire. Donc vous voyez que c'est pas simple effectivement d'évaluer la sévérité de la fuite tricuspide. Vous savez qu'on a inclus deux grades supplémentaires, donc fuite tricuspide massive et torrentielle après la fuite sévère, qui nous permettent effectivement de vérifier l'efficacité du traitement de nos patients
patient lorsque ce sont des techniques percutanées avait quand même un impact pronostic. Et vous voyez, on va jusqu'à la fuite torrentielle pour des sorts, par exemple, à 80 mm², ce qui est énorme. N'oubliez pas que la quantification peut être aussi complétée en imagerie multimodale, notamment avec l'IRM, donc quand les radiologues ou les cardiologues qui font de l'IRM ont l'habitude de mesurer et de quantifier cette fuite tricuspide. Donc à partir de là, une fois qu'on a essayé de faire le tour de cette fuite tricuspide, quelle est la prise en charge de vos patients? Eh bien, ces recommandations de 2021, pas trop de surprises en ce qui concerne les fuites primaires, parce que vous savez que si le patient est symptomatique, il a une fuite sévère, bien sûr il faut l'opérer à condition qu'il n'y ait pas de grande dysfonction VD. On l'opère également s'il est asymptomatique avec un début de remodelage du ventricule droit, donc avec une dilatation du ventricule droit, indication de classe 2A. Parfois beaucoup plus difficile pour les fuites secondaires qui sont les plus fréquentes. Vous savez, on ne se pose pas trop de questions maintenant lorsque le patient doit être opéré du cœur gauche, soit qu'il a une fuite sévère associée, indication de classe 1 de faire un geste sur la valve tricuspide. Pas trop de questions maintenant, c'est très bien établi pour les patients qui ont une fuite tricuspide qui n'est pas forcément du tout sévère, mais avec un anneau dilaté plus de 40 mm ou plus de 21 mm par mètre carré, ça a été rappelé depuis 2 jours. Et donc vous savez que vous allez faire un geste associé sur la tricuspide. Ce qui est plus compliqué, c'est les patients qui ne doivent pas avoir de geste sur le cœur gauche. Et là, vous posez des questions, notamment sur la chirurgie isolée, donc effectivement de cette valve tricuspide. Et vous savez que le pronostic est moyen et même pas bon. Donc on hésite à le faire, mais normalement, ça fait partie des indications de classe 2A, d'envoyer le patient à la chirurgie s'il est symptomatique, s'il y a une dilatation du ventricule droit, sur une fuite sévère. On hésite souvent à le faire, surtout chez des patients âgés, et lorsqu'il est considéré comme inopérable, et vous voyez que sont rentrées dans les recommandations les techniques percutanées en indication de classe 2B, donc on se pose toujours la question effectivement de ce traitement moins agressif, moins invasif. Toute la décision, effectivement, fait partie d'une décision de Her Team, où vous allez vous poser la question de critères qui sont liés au patient, du mécanisme et de l'étiologie de la fuite tricuspide, de sa sévérité bien sûr et du retentissement droit. Et si vous posez la question de la chirurgie, eh bien vous faites appel éventuellement au Tri-Score qu'a décrit Julien Dreyfus, où vous allez essayer de proposer à la chirurgie de façon précoce quelqu'un qui aura une mortalité hospitalière effectivement la plus faible possible, c'est-à-dire en gros le patient qui est jeune, qui n'a pas de dysfonction VD et pas de défaillance d'organes. Et à ce moment-là, il faut savoir bien sûr que l'anatomie nous guide, parce que vous allez proposer de toute façon principalement une plastie tricuspide, en tout cas une annuloplastie, mais à condition que vous n'ayez pas trop de remodelage du ventricule droit, auquel cas, eh bien, vous savez que vous avez un éloignement des piliers, vous avez un tinting plus important. Il faut se poser la question de faire un geste associé sur la valve d'augmentation valvulaire ou parfois pour certains de Clover technique, l'équivalent d'un Alfieri. Si vraiment le tinting est trop important, eh bien, se poser la question d'un remplacement valvulaire tricuspide. Vous le voyez ici, donc chez les patients qui ont un tinting et chez qui on risque d'avoir avec la simple plastie une récidive de fuite tricuspide, qui peut être une valve mécanique ou une valve biologique. Si on choisit l'option du traitement percutané, eh bien vous savez que la technique qui est actuellement la plus développée et en cours encore d'expérimentation, bien sûr, c'est le TriClip. Donc il y a le protocole TriFR dans les fuites tricuspides secondaires. On va s'attacher à regarder des critères précis, donc anatomiques, pour savoir si le patient est éligible, et c'est assez standardisé. C'est-à-dire que vous allez faire les incidences dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous allez essayer de répondre aux questions suivantes. C'est est-ce que la longueur du feuillet est suffisante? Est-ce que vous avez plus de 7 mm? Est-ce que vous n'avez pas un gros tinting? Pas plus de 9 mm? Est-ce que vous avez un gap de coaptation qui existe mais qui n'est pas trop large, pas au-delà de 8,5 mm? Où est la fuite? Et au mieux, il faut que la fuite soit antéroseptale ou centrale, parce que vous allez clipper à partir de la commissure antéroseptale. Donc la localisation du jet est importante. Bien sûr, il vous faut des belles images de TO, sinon c'est même pas la peine d'envoyer le patient parce que vous ne verrez rien et vous n'arriverez pas à faire la procédure, et ça sera une galère sans nom. Troisièmement, au mieux pas de pacemaker, parce que ça va compliquer le geste et qu'il faut savoir si le pacemaker joue bien sûr un rôle dans la fuite tricuspide. Et en dernier, bien effectivement, savoir si vous n'avez pas un trop grand remodelage du ventricule droit, pas de grosse dysfonction VD et pas d'hypertension pulmonaire qui contre-indiqueront le geste. Alors vous savez qu'il y a plein d'autres techniques percutanées qui sont développées actuellement, dont je n'ai pas du tout l'expérience, qui vont agir soit sur l'anneau ou qui vont agir également, ça peut être des prothèses percutanées, ça peut être donc des prothèses dans les veines caves. Tout ça pour vous dire que là aussi l'imagerie est fondamentale, parce qu'on va s'attacher par une imagerie multimodalité à essayer de préciser la taille de l'anneau, bien sûr, avec un petit point particulier. Si vous mettez un anneau, c'est de regarder la distance par rapport à la coronaire droite, et là bien sûr que ce soit le scanner ou l'IRM nous précise effectivement la localisation de cette coronaire droite, donc avant tout geste et pour toutes ces techniques percutanées.
Alors si on revient pour finir au traitement de notre patiente, eh bien vous avez vu qu'il s'agit plutôt d'une fuite tricuspide atriale, donc secondaire, avec une grosse dilatation de l'OD. Elle était en fibrillation auriculaire, elle était symptomatique. Le cathé droit nous a permis de confirmer que les pressions artérielles pulmonaires moyennes étaient normales. Vous savez que la fuite tricuspide nous empêche d'avoir une bonne évaluation ici dans ce cas-là de la PAP systolique, et de toute façon on fera toujours un cathé droit. Elle a été contre-indiquée sur le plan chirurgical, 85 ans, score de fragilité, petit gabarit, et donc on a décidé de faire un traitement percutané chez cette patiente. Je vous montre l'échographie transœsophagienne, où on a repéré ici le pilier antérieur, qui nous a permis de dire qu'il s'agissait ici de la valve antérieure et de la valve postérieure. On va faire une coupe biplan sur la valve postérieure, et vous voyez qu'on voit un petit peu, on déroule en fait l'ensemble des valves. On voit que les valves sont suffisamment longues, pas trop épaisses, pas trop de tinting. On fait la même chose effectivement du côté de la valve antérieure, donc c'est la même chose. En couleur, eh bien, vous voyez qu'on confirme que le G est plutôt central vers la commissure antéroceptale, vous le voyez ici, avec effectivement une fuite tricuspide qui est massive, un sort à 63 mm², un volume régurgité à 58 ml. En 3D, alors d'abord en transgastrique, vous voyez qu'ici on a une coupe qui est tout à fait acceptable, avec ici la commissure antéroceptale qu'il faudrait peut-être un peu mieux dégager, la valve septale ici, la valve postérieure et la valve antérieure, avec ici le pilier antérieur qui doit être dégagé. Ici, sur la coupe 3D, donc on n'était pas trop mal aligné, c'est pas la règle, et on a pu effectivement aussi analyser la coaptation valvulaire et le gap avec le G de fuite tricuspide, et on a décidé de mettre en place chez cette patiente 2 clips tricuspides en antéroceptal, vous voyez ici, avec cette coupe 3D qui nous permet de mieux les visualiser, et un G qui persiste, hein, donc ce qui est la règle, on va dire. Donc chez une patiente qui a été améliorée, je vous rappelle que les patients sont améliorés lorsqu'on améliore d'1 grade la fuite tricuspide, donc ce qui était le cas chez notre patiente. Donc en conclusion, eh bien, vous voyez que l'impact pronostique de la fuite tricuspide est important, donc sur la fuite tricuspide sévère non traitée, effectivement. Vous savez que le traitement chirurgical, eh bien, on n'est pas incité à le faire parce qu'on sait qu'il y a un risque opératoire majeur. D'ailleurs, les chirurgiens ne sont pas très motivés, en tout cas chez nous. Et donc on se pose toujours la question du traitement percutané, s'il n'y a pas de contre-indication chirurgicale, et que l'imagerie a un rôle fondamental, c'est la pierre angulaire de l'évaluation de votre fuite, avec des images qui sont de plus en plus bluffantes, hein, donc on précise de plus en plus la valve tricuspide. Utiliser les nouvelles nomenclatures qui sont importantes, et puis on va guider donc cette prise en charge, mais toujours à l'aide d'une imagerie multimodale, donc qui est fondamentale pour nos patients. Merci beaucoup.